Bonsoir à tous, merci de vous retrouver pour cette édition du soir, J-3 avant la signature de l'accord convenu entre les États-Unis et l'Iran. Une cérémonie officielle se tiendra en Suisse, ça sera vendredi. Donald Trump promet que Téhéran s'est engagé à jamais acquérir l'arme nucléaire. Le président américain qui vante les mérites de cet accord, un good deal selon lui. Déborah Benayoun, bonsoir, vous nous avez rejoint. Alors, on n'a pas encore le contenu même de cet accord, mais petit à petit, on commence à avoir quelques indiscrétions et cet accord contiendrait a priori 10 clauses clés. Effectivement, alors on va rester très prudent, Océane, parce qu'il s'agit d'indiscrétions qui proviennent notamment du média saoudien Al Arabiya, qui n'ont pas encore été confirmées officiellement. Et puis, il faut dire quand même qu'en fonction des sources, parfois, il peut y avoir quelques différences, mais on va donner quand même les principaux points qui ont été publiés ce soir dans la presse. D'abord, il s'agit d'une fin immédiate et définitive de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il y a des engagements qui sont plus ou moins dispatchés entre les États-Unis et l'Iran. Du côté américain, les États-Unis lèveront immédiatement le blocus naval imposé à l'Iran et ils empêcheront toute ingérence à ce sujet. Les États-Unis retireront toutes leurs forces de la région dans un délai d'1 mois à compter de la conclusion d'un accord définitif. Les États-Unis et ce qui est appelé leurs partenaires régionaux s'engagent aussi à élaborer un plan de reconstruction de l'Iran qui est financé à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars. Et si l'accord définitif est mis en œuvre, les États-Unis lèveront toutes les sanctions qui sont actuellement en vigueur contre l'Iran, y compris toutes les résolutions de l'ONU et de l'AIEA. Ça, c'est pour les États-Unis. Et côté iranien, eh bien là, Téhéran devrait s'engager à lever le blocus du détroit d'Ormuz dans un délai d'1 mois. Des dispositions seront ensuite prises pour assurer le passage sûr et gratuit des navires commerciaux à travers le détroit pendant 60 jours. L'Iran réaffirme aussi son engagement à ne pas développer ni acquérir d'armes nucléaires. La question, par contre, de l'uranium enrichi sera réglée dans l'accord final. Et jusqu'à ce qu'un tel accord soit conclu, les États-Unis devraient autoriser l'Iran à maintenir ce statu quo actuel de son programme nucléaire. Dès la signature du mémorandum, les États-Unis autoriseront l'exportation de pétrole brut iranien, y compris les services bancaires, d'assurance et de transport maritime. Et ça, ce sera avant même le début des futures négociations sur le programme nucléaire. Et enfin, Washington débloquera tous les fonds iraniens gelés. Un dernier point, c'est qu'après la signature du mémorandum, la République islamique d'Iran et les États-Unis s'engagent donc à négocier et à parvenir à un accord définitif dans un délai maximal de 60 jours qui peut être prolongé par consentement mutuel. Ça, c'est pour donc les premières infos que l'on a sur le contenu de cet accord qui doit donc être signé vendredi. Merci. Déborah, vous restez avec nous. Pour l'Iran, en tout cas, le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que la fin de la guerre ne sera pas complète sans le retrait des forces israéliennes du Liban, une condition qui relance les interrogations sur les possibles zones d'ombre de cet accord. Regardez. C'est dans le centre de la Suisse, à Bürgenstock, que le mémorandum d'entente devrait être signé. C'est ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères suisse ce soir. Pour le moment, les zones d'ombre restent nombreuses sur les termes de cet accord. Côté iranien, on insiste sur l'inclusion du Liban. Le Liban et la fin de la guerre au Liban font partie intégrante de l'accord global visant à mettre fin au conflit. Nous avons démontré par le passé notre ferme détermination à cet égard. En conséquence, nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation à l'avenir avec la plus grande vigilance et, si nécessaire, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour garantir la mise en œuvre intégrale des engagements pris par les autres parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères a quant à lui déclaré que toute attaque israélienne contre le Liban ou occupation de territoire constituait une violation de l'accord. De plus, selon le service de presse du Hezbollah, l'organisation terroriste libanaise aurait reçu l'assurance de l'Iran qu'aucun accord nucléaire définitif ne serait signé avec les États-Unis tant qu'Israël ne se serait pas retiré du Liban. Un accord qui continue d'inquiéter en Israël. Jérusalem aurait demandé à voir les termes du mémorandum d'entente, mais sa requête aurait été déclinée. De son côté, le président américain répète que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Mais il aborde aussi la question du Hezbollah au Liban lors de son déplacement au G7. Israël combat le Hezbollah depuis trop longtemps et il y a trop de morts. Et il n'est pas nécessaire de raser un immeuble à chaque fois que l'on cherche quelqu'un. Je suggère à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, car pour être honnête avec vous, je pense qu'ils s'en sortent mieux. Damas a rapidement répondu au président américain, indiquant ne pas avoir l'intention d'intervenir au Liban. En parallèle, Téhéran continue de tisser des liens avec les pays de la région. Après avoir joué un rôle central dans la conclusion de l'accord,
Le ministre iranien de l'énergie annonce que l'Iran connectera prochainement son réseau électrique à celui du Qatar et qu'il étudie des possibilités de coopération similaires avec d'autres pays du Golfe Persique. Et on prend la direction de Washington où nous attend notre correspondant Antoine Lard. Antoine, bonsoir. Alors Donald Trump vante les mérites de cet accord avec l'Iran, mais le président américain a aussi eu des déclarations plutôt houleuses contre Benjamin Netanyahou. Oui, en fait, Donald Trump est très remonté contre Benjamin Netanyahou. Il l'accuse, il lui reproche d'avoir cherché à torpiller cet accord avec l'Iran que Trump a conclu dimanche. En fait, dimanche, lorsque Israël a tiré sur la banlieue sud de Beyrouth, Trump a cru que tout allait s'effondrer et il n'a toujours pas digéré cette action du Premier ministre israélien. D'où ses propos aujourd'hui, ses déclarations particulièrement acerbes. Trump dit que les opérations israéliennes au Liban ont duré depuis trop longtemps, qu'elles ont tué trop de monde. Netanyahou doit se montrer plus responsable vis-à-vis du Liban, dit Donald Trump. Trump qui dit aussi « j'ai eu une bonne relation avec Bibi ». Sous-entendu, cette bonne relation n'existe plus. Alors ça fait plusieurs semaines déjà qu'on comprend que le torchon brûle entre les deux hommes. En fait, les deux dirigeants n'ont plus les mêmes objectifs. Désormais, il y a d'un côté un Donald Trump qui veut à tout prix signer cet accord avec l'Iran, tourner la page, passer à autre chose. Et puis en face, un Benjamin Netanyahou qui lui estime que le travail n'est pas terminé avec le Hezbollah au Liban. Jusqu'ici, lorsque Donald Trump était remonté contre Benjamin Netanyahou, il le faisait savoir de façon indirecte via des fuites dans la presse. Mais cette fois, eh bien, il s'est lâché devant les caméras, ce qui montre en tout cas à quel point il est frustré contre Benjamin Netanyahou. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Donald Trump ne fait pas de cadeaux à ses alliés lorsque ses alliés n'ont pas les mêmes objectifs que lui. Trump poursuit avant tout et défend avant tout ses intérêts et pas les intérêts de ses alliés s'ils ne coïncident pas avec les siens. Et ça, eh bien, c'est quelque chose que les Israéliens sont peut-être en train de découvrir à leurs dépens. Merci beaucoup Antoine. Et nous sommes en ligne avec Avi Pazner. Merci d'être avec nous ce soir Avi. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien conseiller à l'ambassade d'Israël aux États-Unis. Avi, est-ce qu'on peut encore dire que Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont les meilleurs amis, les meilleurs alliés? Peut-être pas les meilleurs, pas pour le moment en tout cas, mais je crois qu'il y a beaucoup d'intérêts communs entre les États-Unis et Israël. C'est vrai que maintenant, il y a un désaccord parce que Trump a interprété notre attaque dans la Daria, dans la banlieue sud de Beyrouth, comme une tentative israélienne de torpiller l'accord. Et il réagit. D'abord, il réagit sans bien connaître les faits et sans bien connaître tout ce qui se cache derrière la situation au Liban. C'est comme si, quand il dit Israël tue trop de monde au Liban et la Syrie ferait un meilleur travail. Premièrement, il y a un danger que la Syrie n'occupe le Liban comme c'est son désir depuis des décennies. Il y a le danger que la Turquie, qui est derrière la Syrie, se trouve elle aussi impliquée au Liban. Donc, avant de parler, il faut penser. Et je crois que Trump, encore, est assez excité par cette attaque israélienne au Daria. Il a fait ses déclarations après avoir rencontré Emmanuel Macron, après avoir rencontré des leaders arabes. J'espère qu'il retournera à Washington et qu'il se calmera. Alors justement, Avi, vous pensez que c'était aussi un moyen de plaire aux dirigeants et aux responsables qui étaient présents justement au G7 que Donald Trump s'est positionné de manière aussi forte et déterminée contre le Premier ministre israélien? Écoutez, Océane, c'est très possible, mais c'est certainement sous leur influence. Quand on rencontre Emmanuel Macron pendant 1 heure, et quand on rencontre le président du Qatar et les dirigeants de l'Égypte, ça a influence, évidemment. Avec Trump, on ne sait jamais. Il est imprévisible, il est aussi capricieux, il ne connaît pas les réalités du Moyen-Orient, il faut le dire. Il a dit, par exemple, au Premier ministre du Qatar, mais vous pouvez aller à pied du Qatar à l'Iran. Non. Entre le Qatar et l'Iran, il y a tout le Golfe Persique.
Donc, il y a des réalités que Donald Trump ne connaît pas l'histoire des relations entre la Syrie et le Liban. Et il donne trop d'attention à son ami Erdogan. Et il va retourner à Washington. Et je crois qu'Israël doit faire maintenant un travail d'expliquer à Donald Trump, si directement c'est possible, le faire directement, c'est-à-dire essayer ou bien au téléphone entre lui et Netanyahou, ou bien même peut-être une visite de Netanyahou à Washington, et en attendant à parler avec ceux qui lui sont proches, qui ont une influence sur lui, comme le secrétaire d'État Rubio, comme des sénateurs américains qui sont très proches, le ministre de la guerre, Hegseth, et voir à ce que les idées israéliennes sur cet accord lui parviennent et qu'il commence aussi à penser à son allié avec lequel il a mené une guerre pendant plusieurs semaines avec beaucoup de succès du point de vue militaire. Et j'espère qu'il ne va pas tout gâcher maintenant avec cet accord bâclé avec l'Iran. Alors justement, concernant cet accord, quand Donald Trump assure que Téhéran s'est engagé à ne jamais acquérir l'arme nucléaire, alors que le patron de la CIA doute lui-même des intentions nucléaires du régime des Mollahs, est-ce que c'est un leurre du président américain? Non, vous savez, ce qu'il y a avec Donald Trump, sur le moment, il le croit. Comme vous dites, le directeur du CIA lui a dit que les Iraniens n'avaient pas du tout l'intention d'abdiquer leur projet nucléaire, pas seulement eux. Le ministre de la guerre lui a dit ça. Le secrétaire d'État lui a dit ça. Le problème, c'est que d'autre côté, il y a le vice-président Vance qui veut absolument se dégager de cette guerre avec l'Iran pour des raisons politiques, qui est Trump, pour le moment, ne voit pas une fin de la guerre sans un accord avec l'Iran. Donc, Trump comme Trump, il court vers un certain but avec tout ce qu'il a de force et tout ce qu'il a de volonté. J'espère, Océane, qu'il va se calmer, qu'il rentrera à Washington, que son entourage va lui parler et qu'il va redevenir le Trump que nous connaissions, c'est-à-dire un Trump ami d'Israël, un Trump qui aime travailler avec Israël et qui, en fin de compte, prendra en compte aussi les intérêts d'Israël dans cette fin de guerre avec l'Iran. Ça veut dire que pour l'instant, selon vous, on est plus face à un Donald Trump imprévisible ou face à une réelle stratégie du président américain? Absolument imprévisible et qui pour le moment est en colère. C'est un Trump, c'est évident qu'il est en colère. Comme je vous l'ai dit au début, il interprète la frappe israélienne sur la Darkia à Beyrouth comme si Israël essayait de stopper cet agrément entre lui et l'Iran, qui d'ailleurs, Israël n'en connaît pas les détails. Ça aussi, je trouve ça scandaleux que nous devons écouter El Arabiya sur I-24 News pour connaître les détails d'un accord que notre allié veut signer avec notre ennemi. Et je trouve la conduite ici de Donald Trump inadmissible, mais c'est Donald Trump et il faut le prendre avec ce qu'il y a de bon et avec ce qu'il y a de mauvais. Essayer de travailler avec lui, ce n'est pas impossible, pas du tout. Il faut savoir s'y prendre. J'espère que Netanyahou saura le faire dans les jours et dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous ce soir, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci beaucoup. Déborah signe aussi qu'il y a eu une réelle pression américaine sur les États-Unis. On apprend qu'il y avait des avions de chasse israéliens qui s'apprêtaient à mener un raid en Iran et ça a été stoppé à la dernière minute. Oui, ce sont des révélations du commandant de l'armée de l'air israélienne lui-même qui a adressé une lettre au personnel de l'armée de l'air. Il faut rappeler évidemment qu'après les tirs de missiles iraniens sur Israël la semaine dernière, évidemment, Israël s'apprêtait à riposter. C'était une vaste opération qui était prévue. Des centaines de cibles devaient être visées. Mais effectivement, l'attaque a été finalement annulée à la toute dernière minute, alors même que les derniers briefings des escadrons étaient en cours. La raison de cet arrêt brutal, eh bien, il semblerait, selon des sources israéliennes, que ce serait dû à une intervention directe de Donald Trump qui voulait éviter de risquer d'affecter les pourparlers en cours pour un accord avec Téhéran. Ça, c'est la première révélation. Et puis, il y a eu d'autres révélations qui ont été
qui ont été publiées dans la presse aujourd'hui, notamment. Cette fois, elles concernent l'opération Rugissement du Lion, donc l'opération de mars-avril. C'est le Jérusalem Post qui dit que les satellites israéliens auraient photographié l'Iran plus de 50 000 fois pendant les 40 jours d'opération, ce qui signifierait donc que ces satellites auraient pris plus de 1000 photos par jour de la République islamique pendant la guerre. À titre de comparaison, 12 000 photos satellites avaient été prises pendant la guerre de juin 2025, la guerre des 12 jours. Ces 12 000 clichés avaient permis de couvrir des dizaines de millions de kilomètres carrés de territoire iranien de jour comme de nuit. Donc on peut en fait en déduire qu'Israël a probablement couvert plus d'une centaine de millions de kilomètres carrés lors de cette guerre de mars-avril, voire plusieurs centaines de millions donc ces dernières semaines. Et l'autre révélation, elle concerne cette fois les États-Unis après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au mois d'avril. Oui, c'est une information qui a été confirmée par Reuters cette semaine, après déjà des révélations de Donald Trump lui-même qui s'en était vanté donc la semaine dernière. On sait évidemment le pétrole, c'est très important pour les États-Unis. Et selon ces révélations, eh bien, l'armée américaine aurait supervisé des dizaines de transferts de pétrole de navire à navire, des transferts secrets, des opérations qui ont été menées aux abords du détroit d'Ormuz. L'objectif, c'est de maintenir le flux des exportations énergétiques du Golfe. Il faut noter que c'est une technique d'ailleurs qui est utilisée depuis longtemps par l'Iran elle-même, pour contourner les sanctions. 2 sites précis de transfert de pétrole ont été identifiés, l'un au large des côtes de Fujairah aux Émirats arabes unis et l'autre au large du port d'Oman. C'est une opération qui a commencé début mai. Et selon des images satellites, au moins 92 navires auraient participé à ces transferts. Plusieurs sources estiment d'ailleurs que l'hélicoptère Apache, on se souvient, qui avait été abattu par l'Iran le 9 juin dernier, qui avait d'ailleurs déclenché une riposte avec des frappes américaines, eh bien, il semblerait que cet hélicoptère avait participé à cette mission. Puis on termine avec une dernière information qui concerne directement la flotte d'avions américains qui se trouve actuellement en Israël. On a appris que l'armée américaine préparait le retrait d'une partie de ses avions ravitailleurs, en particulier ceux qui sont donc déployés à l'aéroport Ben Gurion. Environ 75 appareils américains qui sont stationnés actuellement donc à l'aéroport. Une vingtaine d'entre eux devraient être déplacés. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la présence de ces avions pouvait avoir des conséquences directes sur le trafic aérien de et vers Israël à l'approche des vacances d'été, mais évidemment difficile quand même de ne pas y voir un lien avec la signature du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran pour, je cite, mettre fin à la guerre. Merci beaucoup, Déborah. Donald Trump qui multiplie aussi donc les déclarations sur le Liban et le Hezbollah. Le président des États-Unis critique aussi la conduite des opérations israéliennes au Liban. Et pour Donald Trump, eh bien, il faudrait que la Syrie s'occupe du Hezbollah et non Israël. La correspondante de Loïc Stécher-Chocron. Oui, Donald Trump suggère que c'est la Syrie qui s'occupe cette fois-ci du Hezbollah. Selon lui, Damas s'en chargerait mieux. Il a expliqué ceci lors d'un échange questions-réponses devant des journalistes rassemblés à Évian. Le président américain est en France pour le sommet du G7 et en compagnie de l'émir du Qatar. Il explique entretenir de bonnes relations avec Benyamin Netanyahou, mais ce dernier, explique-t-il, doit faire preuve de plus de respect envers le Liban. Deuxième point désormais, et ceci à l'approche de la signature de l'accord USA-Iran ce vendredi. C'est le Hezbollah qui a reçu l'assurance de son parrain iranien que ce dernier exigerait le retrait des troupes israéliennes du Liban lors de la prochaine phase des négociations avec les États-Unis. Cela fait déjà remous au sein du gouvernement israélien. Itamar Ben-Gvir appelle le gouvernement israélien justement à poursuivre les opérations militaires au Liban, même en cas de désaccord avec Washington. Et troisièmement, enfin, sur le terrain, cette fois-ci, ce sont les échanges de tirs qui continuent entre Tsahal et le Hezbollah. Le Liban signale une frappe aérienne contre un véhicule dans un village du sud du Liban. Et Tsahal, de son côté, affirme avoir frappé des terroristes du Hezbollah qui représentaient une menace, dixit, imminente, dixit, l'armée israélienne. Toujours selon l'armée, le Hezbollah a tiré plusieurs roquettes, au moins un missile anti-char et plusieurs obus de mortier sur des troupes israéliennes. L'une des nombreuses attaques du jour, sans faire de blessés. Au moins 4 interceptions ont été observées également ce matin du côté de Bétoula, c'est dans le nord d'Israël. Le sommet du G7, merci beaucoup Loïc.
Le sommet du G7 se poursuit en France. Anna Papiachvili, on va vous retrouver depuis nos studios parisiens. Et la question du Moyen-Orient a été largement évoquée aujourd'hui, Anna. Bonsoir. Oui, le Moyen-Orient occupe une place particulière dans l'agenda des chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni qui se sont retrouvés donc aujourd'hui pour un déjeuner de travail consacré aux crises de cette région. Et puis étaient conviés à ce déjeuner l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ces pays ont contribué à la médiation qui a permis d'aboutir à cet accord entre Washington et Téhéran. Néanmoins, de nombreuses questions demeurent sur la mise en œuvre de cet accord cadre justement entre les États-Unis et l'Iran, s'agissant par exemple des conditions de circulation dans le détroit d'Ormuz, dont le président Donald Trump assure qu'il serait complètement ouvert. Voilà ce qu'il a déclaré dès ce vendredi. Alors de leur côté, Paris et Londres poussent de nouveau pour cette mission de sécurisation. Les navires français pourraient être sur place avant la fin de la semaine. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. D'autres questions aussi se posent sur cet accord cadre avec l'introduction ou non dans ce cessez-le-feu du Liban et concernant évidemment la présence israélienne au pays du Cèdre. Du côté du Qatar, présent à ce déjeuner, le pays se dit prudemment optimiste pour la sécurité régionale après la signature virtuelle de cet accord. En tout cas pour le président américain, il pense que déjà tout est réglé avec Téhéran. Alors on ignore encore si c'est lui, Donald Trump, lui-même ou son numéro 2, J.D. Vance, qui ira signer cet accord ce vendredi. Ça sera normalement à Genève. Et puis autre sujet au cœur des discussions ce mardi au G7 à Évian, c'est la guerre en Ukraine avec la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a par ailleurs rencontré le président américain Donald Trump. Juste après l'avoir rencontré, le locataire de la Maison-Blanche s'est dit prêt à rétablir les sanctions contre le pétrole russe, mais de le réintroduire, dit-il, parce que le pétrole coule à flot désormais. Merci, Anna. Le 21 juin prochain, comme chaque année, la France célébrera la fête de la musique. Plusieurs événements sont prévus partout, notamment à Paris. Et cette année, il y aura aussi de la musique israélienne. On va en parler avec vous, Alexandre François. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes vice-président de l'association de Truth pour lutter contre l'antisémitisme. Alors cette année, vous avez prévu un événement justement pour la fête de la musique sur le terme d'Israël. Alors expliquez-nous quel est le programme, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on va faire venir des chanteurs israéliens, des DJ israéliens, des chanteurs franco-israéliens également. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dès qu'on parle d'Israël en France, c'est un acte de résistance. Donc, on passe par la musique parce que la musique rassemble, parce que la musique est festive et parce que les Israéliens, même au plus fort de la guerre avec l'Iran, dans les Miklats pendant Pourim, ont chanté et ont dansé. Donc, on se calque un peu sur ce modèle. On baisse pas les bras en France, donc on s'est dit pourquoi pas tous se réunir et mettre à l'honneur la culture israélienne, la musique israélienne qui est hyper riche, qui vient du monde entier et qui a quand même sa spécificité et un son bien particulier. Donc on va privatiser la place Victor Hugo à Paris et on va tous se réunir pour un grand moment festif de 17h à 21h. Et qui sont les artistes attendus et les DJ? Peut-être qu'on les connaît. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous, en France, on le connaît beaucoup, c'est Tal Vaknin. On a les deux premiers rôles du Sel et du Miel, la comédie musicale qui repasse en ce moment à Paris pour 3 jours parce qu'ils ont dû prolonger parce que c'est complet, archi complet. On a également Hébert, qui est un DJ qui a notamment éclaté en Israël et sur les réseaux sociaux, justement pendant les Pourim, parce qu'il a mixé dans les Miklats et ça a été une folie furieuse. On a une DJ qui s'appelle Vanouchka, qui est une franco-israélienne. Et après, on a des surprises qui se font sur scène avec nous. Alors justement, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient venir, est-ce que on imagine que la sécurité a été assurée, ça a été renforcé justement? Oui, on a tout préparé avec et la préfecture de police et le SPCJ. Donc c'est sécurisé, c'est filtré. C'est la 3e année consécutive qu'on organise ce genre d'événement. C'est quelque chose que maintenant on sait à peu près faire. Donc c'est safe. Il y aura également des stands de nourriture sur place. Il faut savoir que nous, quand on fait un événement, les commerçants autour ne ferment pas.
Donc c'est festif pour nous qui serons sur place et également pour les gens qui ne seront pas forcément venus pour écouter de la fête de la musique, pour participer à la fête de la musique, mais qui vont se retrouver avec nous pour la fête de la musique israélienne pour la première fois à Paris. Et rapidement, est-ce que vous avez reçu des menaces en amont de cet événement ? Sur les réseaux sociaux, on a des petits messages pas très sympathiques, mais franchement, c'est pas plus que d'habitude dans le contexte actuel. Eh bien, merci beaucoup. Alexandre François, on note donc ce rendez-vous. Ça sera donc dimanche pour la fête de la musique, israélienne qui sera donc célébrée place Victor Hugo, donc à Paris, dans le 16e arrondissement. Merci beaucoup, Alexandre François, d'avoir été avec nous, vice-président de l'association The Truth. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.